Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui n'étaient pas là hier. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que ma voix qui a pris un petit coup hier. Je suis ravi d'être là pour vous faire un retour d'expérience sur comment faire de l'astreinte a changé ma façon de développer. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Pierre Zem, je suis développeur à Clever Cloud. On va en reparler juste après. Je travaille plutôt sur des problématiques d'infrastructure de données et je fais de l'astreinte dessus. Alors, je vais commencer. Levez la main, qui connaît Clever Cloud? Donc une bonne moitié. Qui utilise Clever Cloud? Un peu moins. Alors, je vais présenter Clever Cloud très rapidement. C'est un fournisseur de cloud français. On est dans la catégorie des plateformes as a service. Donc, globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait du maintien en conditions opérationnelles. Le développeur, il va faire un git push, et à partir de ce moment-là, c'est notre responsabilité. On va récupérer le code, le builder, faire passer les tests, l'optimiser, le déployer. À partir de ce moment-là, on va le monitorer. Donc s'il a besoin de plus de RAM, plus de CPU, on rajoute. S'il a besoin de plus d'instances, on rajoute des instances, on fait le load balancer. On gère les problèmes de sécurité, les mises à jour OpenSSL, etc., etc. Donc ça, c'est pour la partie plutôt application. Et on fournit des services managés autour, donc tout ce qui est des bases de données, du Jenkins et plein de choses. On a un stand qui est littéralement à l'opposé d'ici, si vous voulez passer au stand et venir discuter de tout ça. Donc, on va parler d'observability et on va surtout parler de logiciels. Qui est développeur dans la salle? Quasiment tout le monde. Chouette. Donc je pense que tout le monde est convaincu ici que le logiciel est en train de manger le monde. Tout simplement parce qu'on a cette capacité incroyable. On nous donne un peu de café, du thé, un ordinateur et une connexion Internet. Et on est capable de créer en fait de la valeur business. Donc la valeur business, qu'est-ce que c'est? Ça va être une nouvelle fonctionnalité. Ça va être réduire des bugs. Ça va être rendre le site plus rapide. Ça va être le rendre plus joli. Ça peut être également améliorer l'expérience, faciliter de futurs changements, etc., etc. Donc il y a plein de valeurs business, mais il y a un truc qui est extrêmement important à comprendre, c'est que le logiciel va générer de la valeur quand il tourne, c'est-à-dire quand il est en production, pas quand on est en train de l'écrire. On va se rapprocher du moment où on va créer de la valeur, mais le moment important, c'est le code génère de la valeur quand il tourne. Ça, c'est un shift qui est un peu fondamental parce qu'on a un peu l'habitude de dire c'est bon, je code, je ship, et après, c'est pas moi qui vais forcément gérer. Alors que non, c'est important de savoir en fait que fait notre code quand il tourne. Est-ce qu'il crache? Est-ce qu'il se comporte bien? Est-ce qu'il a des problèmes? Etc. Donc, quand on développe, on a tous une représentation mentale de ce que va faire notre code. Par représentation mentale, j'entends, voilà, on va créer des fonctions, on va dire, bah voilà, j'ai initialisé ma variable, j'ai créé un thread, j'ai fait des opérations un peu plus compliquées, j'ai réceptionné une requête HTTP, etc. Le problème de cette représentation mentale, c'est qu'elle peut être fausse. On peut très facilement se tromper. Quand on travaille dans les systèmes distribués, dans du code un peu concurrent, c'est très pénible. Mais il y a des exemples qui sont beaucoup plus simples. Donc on va prendre un exemple qui peut paraître un peu trivial. Donc c'est du JavaScript. C'est du tri de tableaux, d'objets, où on va trier par le nom. Et du coup, représentation mentale du code, quelle méthode est la plus rapide? Qui pense que c'est la première méthode? Personne. Qui pense que c'est la deuxième? J'ai quelques mains. Qui pense qu'il ne sait pas? Ah.
J'ai pas fait des tests, mais en fait, on ne sait pas. Et pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on n'a pas mesuré. On n'a pas mesuré dans notre cas d'usage si la première méthode de tri était plus efficace que l'autre. Donc là, vous êtes en train de vous dire, oui, bon Pierre, on n'est pas toujours en train de faire des benchmarks de fonctions de tri de tableau. C'est vrai. On va prendre un cas un peu plus réel. Donc, on est développeur, on est tranquille avec notre casque, et puis plop, tu aurais 2 minutes qu'on reçoit via Slack. Le 2 minutes qui se transforme en 2 heures, forcément. Et là, on reçoit ce petit message. L'application, elle est lente. La page, elle met 500 millisecondes, 1 seconde à venir à charger. Ah bah là, il faut fixer. On fait OK, bon, bah je vais commencer à regarder. Normalement, le premier réflexe, c'est de regarder un peu le monitoring. Donc le monitoring, ça va être ce genre de logiciel-là, où en gros, ça c'est du Strux, c'est un front-end d'Anagios, bref. L'idée, c'est de se dire, vous avez des petites boîtes avec des couleurs qui disent, bah voilà, c'est vert, c'est orange, c'est rouge, c'est noir. Ok, donc là, bah, tout est vert. Est-ce que je m'étais amusé à dire que ma page qui met 500 millisecondes à charger, c'est du orange? Pas forcément. Et c'est là où en fait je fais une distinction très forte entre le monitoring et l'observabilité, où je considère que le monitoring, c'est vraiment est-ce que ça marche? C'est genre c'est vert ou rouge, ça marche pas, le port est ouvert, le conteneur est démarré, la base de données elle écoute sur son port, etc. Le problème aujourd'hui, c'est que grâce à l'open source, on déploie énormément de logiciels différents. Maintenant, on n'a pas besoin de redévelopper nos bases de données, on n'a pas besoin d'écrire un système de gestion de log, on n'a pas besoin de gérer des index. Non, on utilise des logiciels open source qu'on va venir exposer sous forme de services. Et ces services-là nous permettent en fait de venir consommer et de réutiliser des composants. Le problème de ça, c'est que maintenant, quand on fait du service, qu'il soit micro ou macro ou whatever, en fait, l'architecture par service rend tous les systèmes distribués. Ce qui fait qu'on a on augmente énormément la complexité et tous les problèmes qui peuvent bien se passer. Donc, on va prendre un exemple. Donc ça, c'est une petite application. Donc, elle est en cours de développement. Du coup, elle tourne sur une seule machine, sur mon ordinateur pro. Je suis en train de développer, ça se passe bien. J'utilise Clever, du coup, je fais un git push. Ça part en production. L'avantage, c'est qu'il va me gérer l'upscale de ma machine. Donc là, j'ai 2 instances qui tournent, j'ai un load balancer. Tout est géré par Clever. C'est chouette. Donc mon application, elle tourne. Et puis, je vais commencer à la faire évoluer. Donc là, on va commencer à se dire, alors oui, du coup, tu comprends, j'ai besoin d'un moteur de tâches. Donc du coup, je vais avoir des acteurs qui vont être dans une autre partie de mon application. Le tout va communiquer vers un bus d'événements, donc du RabbitMQ, du Kafka, du Pulsar. Donc là, on a commencé à augmenter la complexité. Et puis, on va mettre un petit cache, hein, parce que c'est un petit peu lent, certaines choses. Et puis après, on va se dire, bon, bah, alors du coup, j'étais complètement événementiel, j'ai quand même besoin d'avoir une représentation relationnelle pour venir faire un peu d'analyse sur mes données, par exemple. Donc du coup, on va commencer à mettre une autre application qui interagit avec le système, elle va avoir sa propre base de données. Je crois que j'ai un pointeur, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc on a notre base de données primaire avec des secondaires. Et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui peut bien mal se passer dans cette architecture? Bah, en fait, plein de choses. La base de données, elle peut partir en vrille. Cette application-là peut se bloquer.
Le load balancer peut rater, le cache peut rater, l'application elle peut partir en vrille, le bus événementiel aussi, on peut perdre les machines, il faut redéployer. Enfin bref, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Et c'est là où on parle en fait d'observabilité par rapport à du monitoring. En fait, l'observabilité, c'est dire à quel point notre système fonctionne bien. Est-ce que on répond vite? Est-ce que on mange trop de RAM? Est-ce qu'on répond vite, tout simplement? Et on est efficace dans le système. Donc là, j'ai pris des exemples qui sont liés en fait à la journée de travail, mais le logiciel ne s'arrête pas la nuit. Est-ce qu'il y a des gens qui font de l'astreinte ici? Ah, pas mal, je pensais moins. Donc vous connaissez ce téléphone portable qui sonne à 3 heures du matin, vous êtes couché à 1 heure et vous recevez ce joli SMS qui dit 503 unavailable. Et là vous dites oh là là. Et là, il faut réussir à trouver. Il faut réussir à trouver le problème. Les problèmes, c'est facile à trouver quand l'erreur est explicite ou elle est fatale. Donc là, par exemple, on perd une machine. Ça se voit, c'est assez facile à déterminer. Ou alors, notre application est incapable de parler à notre base de données. Ou alors, elle essaye de récupérer des secrets dans un vault. On a mal configuré l'accès au vault. On n'arrive pas à démarrer l'application. Ça, ce sont des erreurs qui sont faciles à trouver. Le problème, et surtout quand on travaille dans des logiciels d'infrastructure, c'est qu'il y a plein d'erreurs qui sont pas si fatales que ça. C'est genre erreur, erreur. Et le système, en fait, va continuer à fonctionner, même si ça va pas bien du tout. Il est malade, il a le Covid, enfin, c'est la catastrophe. Et il va être silencieux, la plupart du temps. Je vais vous donner un exemple. On est à Devoxx, on est plutôt dans un univers JVM. On peut parler du garbage collector. Donc le garbage collector, c'est le truc qui vient, le ramasse-miettes en français, c'est ce qui vient nettoyer la mémoire. Et quand on a mal configuré sa JVM, qu'elle n'a pas assez de mémoire, on a ce qu'on appelle un out of memory. Et donc là, globalement, la JVM se met sur le dos et puis c'est une tortue. Le problème, c'est qu'avant qu'elle fasse le out of memory, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez le garbage collector qui passe de temps en temps, qui vient nettoyer la RAM, et puis il commence à se dire ah, je commence à être un peu à l'étroit. Du coup, il commence à être de plus en plus agressif, de faire des pauses de votre application de plus en plus lentes. Et puis, donc, votre application, elle est à l'agonie, elle n'arrête pas de se faire arrêter pour essayer de récupérer de la RAM. Vous ne voyez pas forcément, vous n'avez pas forcément des logs et des métriques. Si vous ne surveillez pas le garbage collector, bah, en fait, votre application, vous avez l'impression qu'elle s'arrête toutes les secondes. Bah, peut-être que c'est vrai, parce qu'en fait, la JVM est là en train d'essayer désespérément de récupérer de la RAM jusqu'au bout du moment où elle dit non, mais là, c'est bon, je peux plus, et du coup, elle jette le out of memory. Un autre aspect qui est extrêmement important à comprendre, c'est que une erreur dans un service, une petite erreur, en fait, peut causer une avalanche. Donc, c'est l'effet papillon. Est-ce que le battement d'un papillon peut déclencher une tornade à l'autre bout du monde? La réponse est oui, très clairement. Et du coup, le boulot de la personne d'astreinte, c'est de venir trouver ce papillon qui a causé la tornade. Et c'est là où le travail devient très, très compliqué. Tout simplement parce que, il y a plein de raisons. La première, c'est que les symptômes sont souvent très loin du problème. Par exemple, vous avez une erreur vous avez du lag Kafka, bah, toutes vos applications qui dépendent de ça ne marchent plus.
Et peut-être que ça va être le système d'authentification qui ne marche pas. Et vous voyez ça sur vos serveurs applicatifs. Généralement, il n'y a pas une seule root cause. Ça, c'est un truc qui est assez frustrant. C'est souvent l'accumulation de différents éléments qui font qu'on a une tornade. Un autre aspect qui rend la chose assez compliquée, c'est le fait que nos systèmes sont devenus dynamiques. Alors aujourd'hui, que vous utilisiez un pass ou du cube, l'application est de moins en moins attachée à la machine virtuelle. Donc en fait, quand vous avez une application qui est en crash loop, donc qui essaie de démarrer et qui ne démarre pas, en fait, il est possible que que le conteneur ou la machine soit envoyé autre part alors que vous êtes en train d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est là où je parle vraiment de dynamique. Et ça ne se représente pas forcément dans de l'application. Le réseau est dynamique, par exemple. Bref, il peut y avoir plein de changements qui peuvent apparaître sans qu'on soit au courant, forcément. Le fait de vouloir fixer du code, quand on arrive à pouvoir trouver le problème et le fixer, on n'est pas forcément sûr du fixe. Donc généralement, quand on est d'astreinte, vous voyez les fixes, on enchaîne les commits pour essayer de trouver le problème, parce qu'en fait, c'est compliqué. Est-ce qu'on est sûr et certain que le commit que je suis en train d'envoyer va fixer la production? Et un dernier aspect qui est important, c'est que si vous utilisez des logiciels qui sont extrêmement utilisés, si vous tombez dans un bug, il va être super dur à trouver. C'est-à-dire que ce ne sera pas une erreur d'initialisation ou un problème. Non, forcément, si vous utilisez un logiciel qui est utilisé par des dizaines de milliers de personnes, si vous avez trouvé un bug dedans, il va être compliqué à trouver. Moi, j'ai le souvenir d'une fois où on avait fait tomber une base de données distribuée et elle ne remontait pas à cause d'un bug. Vous imaginez avoir un bug dans votre base de données qui vous empêche de la redémarrer? Là, c'est le moment où on se dit, est-ce qu'on fait la mise à jour alors que c'est cassé parce que ça a été fixé dans une version supérieure? C'est des moments qui sont très compliqués. Quand il est 4 heures du matin, vous n'avez pas envie de gérer ça. Et donc, le fait de trouver ce papillon, trouver la root cause du problème, c'est ce qu'on appelle le debug. Donc le debugging, c'est le processus durant lequel on arrive à comprendre comment fonctionne le logiciel. Et il y a un truc qui est très important à comprendre, c'est que le debug doit se faire en production et pendant que l'application est en train de tourner. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous dire, bah voilà, je vais prendre mon bug et je vais le mettre en pré-prod. Si vous pouvez le faire, tant mieux, vous avez énormément de chance. Mais partez du principe que vous ne pouvez pas forcément le faire. Et un autre aspect qui est important, c'est que vous devez pouvoir débugger pendant que l'application tourne ou essaye de tourner. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire, bah, en fait, je vais redémarrer et puis on va voir. En fait, par exemple, le fait de redémarrer un conteneur un peu à l'aveugle, sans se dire, bah voilà, je vais regarder un peu ce qui se passe, bah, c'est une occasion manquée de comprendre ce qui s'est passé. C'est dans le doute reboot. Ça peut fixer le problème, ça n'aide pas à la compréhension du système. Et ça n'aide encore moins au debug. Le fait de débugger, c'est 3 étapes. Se poser des questions et faire des observations pour répondre à ces questions. Est-ce que mon application, elle est up? Oui, non. Ok, c'est pas ça. Est-ce que ma base de données, elle est up? Oui, non. Ok, c'est pas ça. Est-ce que mon API met énormément de temps à répondre? Je regarde. Ah, oui, elle met énormément de temps à répondre. Et là, on peut commencer à creuser. Et ce qui est important dans ce processus, c'est que c'est une itération. Ça veut dire qu'on va se poser des questions et on va répondre à ces questions avec des observations. Et c'est là où on voit les gens qui font énormément d'astreintes et qui connaissent par cœur le système.
Vous avez les gens qui connaissent un peu moins qui font oh là là, je comprends vraiment pas ce qui se passe. Et puis il y a la personne d'astreinte qui est un peu senior qui fait t'as regardé ça? Parce qu'il sait, il connaît, il représente les questions et il sait quelles questions poser. Du coup, notre responsabilité en tant que développeur, c'est d'écrire du logiciel qui est capable de répondre à ces questions par lui-même. On ne doit pas être là en train de regarder ce qui se passe, de regarder la production, regarder notre code et se dire bon bah ça doit être ça. Parce que c'est pas forcément nous qui faisons l'astreinte. C'est pas forcément notre code qui est en production. Les millions de lignes de code qu'on a en production, si on parle d'un serveur Linux, personne n'a lu tout le code qui parle du kernel jusqu'à la JVM, jusqu'à vos applications. On fait confiance à du code. Si on ne peut pas observer le système, on ne peut faire que des changements aléatoires et tirer des conclusions. Je vais redémarrer cette application-là, je vais voir si ça fixe. Et c'est là où, en fait, écrire du logiciel qui est débuggable, ça va offrir une vraie robustesse qui est complètement différente des problèmes de programmation. Donc là, vous allez avoir ce logiciel-là, il est prod ready. Prod ready, pourquoi? Parce qu'il est observable. Et c'est pas du tout la même chose qu'avoir 100% de test coverage. Vous pouvez avoir 100% de test coverage, ou 99, ou 90, et avoir un logiciel qui est observable en production. Donc là, vous vous dites, bon d'accord, j'ai compris. Comment je peux faire? Où est-ce que je dois instrumenter? Où est-ce que je dois mettre des points d'observation dans mon application? Ce que je vous propose, c'est de regarder quelles sont les premières questions qu'une personne d'astreinte se pose. Il se trouve qu'il y a des méthodes, en fait, pour aider les personnes qui doivent chercher des problèmes, quand il y a un problème en production. J'aurais bien voulu avoir ça quand j'ai commencé l'astreinte personnellement. En fait, il y a 3 méthodes qui existent. Donc la première, c'est la méthode use, qui a été écrite par Brendan Gray, qui a beaucoup bossé, qui bosse à Netflix et qui bosse sur tout ce qui est BPF. Donc globalement, la méthode use, elle est là pour vraiment débugger des problèmes plutôt hardware. Et elle dit, bon voilà, pour chaque ressource, tu vas vérifier l'utilisation, la saturation et les erreurs. Donc l'utilisation, c'est le pourcentage de temps durant laquelle la ressource a été utilisée. La saturation, c'est le travail qui est en attente à faire. Et les erreurs, c'est le compteur qui va dire, bah voilà, j'ai eu 10 500 erreurs les 24 dernières heures. Donc Brendan Gray, il travaille plutôt au niveau kernel, il est plutôt bas niveau. Donc en fait, ces méthodes-là, elles s'appliquent très bien à des problèmes hardware. Voilà, vous avez un disque vous devez monitorer un disque, du réseau, etc. Une deuxième méthode qui a été écrite par Tom Wilkie. Donc Tom Wilkie, de mémoire, il a fait Google et après il est à Grafana, je ne sais plus son poste. Lui, la méthode RAID, elle est assez similaire, elle est un peu plus haut niveau, dans le sens où elle va travailler sur la notion de SLO. Donc le SLO, c'est se dire, bah voilà, je vais dire que 99% de mon temps, je suis capable de répondre à des requêtes. Et donc lui, il dit, bah voilà, pour chaque service, donc chaque application, on va vérifier que on va surveiller le nombre de requests par seconde, donc le rate, le nombre d'erreurs et le temps que chaque requête met. Même au-delà de ça, la distribution. Donc ça veut dire que quel est le 1% de mes requêtes les plus lentes, au lieu de regarder que la moyenne.
Une troisième méthode qui est décrite dans le premier livre sur les SRE qui a été par Google, qui est cette page liée au monitoring et à l'observabilité est vachement sympa à lire. Et j'aime beaucoup ce passage-là où il dit s'il y a 4 choses que vous devez surveiller dans votre application, il faut se concentrer sur ces 4 éléments. Donc la latence, donc le temps que met le service à répondre à une requête, qu'elle soit en succès ou en erreur. Le trafic, à quel point votre application elle prend de la charge. Le nombre d'erreurs, c'est-à-dire combien j'ai d'erreurs qui se sont passées par exemple si on fait un call HTTP, combien j'ai d'erreurs 500, combien j'ai d'erreurs 400, combien j'ai d'erreurs non autorisées. Et la saturation, à quel point votre système est full, est rempli, à quel point vous manquez de capacité. Je pense que vous l'avez remarqué, il y a quand même des similitudes dans les méthodes. Vous pouvez choisir n'importe quelle méthode. Ce qui est important, en fait, c'est qu'on a besoin de venir mesurer certaines choses dans nos applications. Et je pense que ces 4 mots-clés sont extrêmement importants puisqu'ils reviennent dans toutes les méthodes. On a besoin de mesurer dans nos applications l'usage, la latence, la saturation et les erreurs. Donc c'est chouette. Oh, j'ai plus de voix moi. C'est chouette. On a vu qu'est-ce qu'il faut instrumenter, où s'instrumenter. Donc maintenant, la question c'est comment on le fait. Alors, il y a en fait 2 moyens d'instrumenter du code. Donc instrumenter, c'est venir poser nos fameux points d'observation. Il y a 2 manières. Donc la première méthode, c'est la méthode la plus courante pour le coup, et la plus simple à mettre en œuvre. C'est l'instrumentation statique. Statique dans le sens où l'on va venir modifier le code source pour ajouter de l'instrumentation. Ça veut dire qu'on va en fait modifier le code pour ajouter des logs, des métriques et des traces si on en a besoin. Je vais détailler après les logs, les métriques et les traces. Donc ça, c'est vraiment la partie statique. Donc ça veut dire que c'est vraiment notre boulot en tant que développeur de se dire, en fait, je vais fournir du code qui va émettre des logs, des métriques et des traces. Ça, c'est la partie statique. La partie dynamique, c'est la capacité en fait de pouvoir se dire j'ai un programme qui tourne et à un moment, je suis capable de me brancher dessus et de venir récupérer de l'information. Donc ça, c'est des choses qui existent. C'est du eBPF ou du dtrace pour ceux qui connaissent. C'est un peu plus compliqué. Ça dépend beaucoup du langage aussi. Le plus simple pour démarrer, c'est de faire de l'instrumentation statique. Mais si vous travaillez sur du logiciel un peu d'infrastructure et vous ne pouvez pas vous dire que vous émettez tout le temps des traces à gogo, la capacité de se brancher à un instant T quand vous avez un problème est quand même super pratique. Du coup, on va parler de logs, de métriques et de tracing. Je vais commencer par les logs parce que c'est la chose que normalement tout le monde utilise. Donc les logs, c'est une information textuelle, c'est bah voilà, il s'est passé quelque chose ou il se passe quelque chose, on a différents niveaux de logs. Et en fait, les logs sont surtout un grand moyen en fait, de venir afficher des messages d'erreur. Alors je rappelle qu'un log, il doit contenir... C'est marrant, j'aurais mis des trucs inversés. Bref. Il doit contenir l'erreur en lui-même. Bon, jusque-là, ça va. Mais il doit aussi contenir le contexte. Donc, il n'y a rien de plus frustrant à 4 heures du matin de voir un logiciel qui
qui a un log, j'arrive pas à ouvrir le fichier. Quel fichier? Tu peux m'en dire plus? Tu peux me dire, tu peux me dire ce que tu essayes de faire? Est-ce que t'as pas enfin, est-ce que tu peux pas le créer s'il te manque? Non? Donc le contexte est extrêmement important, c'est ce qui va donner des outils en fait pour pouvoir régler le problème. Et alors le log qui vous donne comment mitiger le problème, c'est juste trop bien. Quand il est 4 heures du matin et que vous avez une erreur et que vous avez le développeur qui vous a dit tu dois faire ça pour réparer, vous êtes content. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous êtes là, je te merci, merci. Donc un log, ça doit contenir le contexte, l'erreur, et si vous connaissez déjà comment régler le problème, rajoutez-le, ça coûte rien, et la personne d'astreinte vous remerciera énormément. C'est là où je me rends compte que mon graphe est nul parce qu'on voit rien. Bref. On va parler de métriques. Donc les métriques sont un super moyen de venir mesurer des choses. Donc je ne vais pas vous refaire, j'ai pas remis les saturations, erreurs et compagnie, mais rajoutez des métriques dans vos applications. C'est un truc super important et ça va énormément vous aider à faire. Donc là, on ne le voit pas, mais c'est un graphe qui me fait beaucoup rire. On avait une application Java avec, je crois que c'était 500 Go de RAM de HIP, donc ça devenait un peu relou à gérer. Et on avait testé en fait un nouveau garbage collector, et donc en fait là on est à 200 millisecondes, là on était à 10 ou 20, je sais plus. Bref, là on voit tout de suite en fait un impact sur la production. Donc rajouter des métriques, la liste est juste avant dans les slides. On a parlé de log, on a parlé de métriques. On va parler un peu de tracing. Est-ce qu'il y a des gens qui font du tracing ici? Pas mal, je pensais pas autant. Alors le tracing, l'idée c'est de combiner un peu les logs et les métriques. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit objet qui va se balader avec une request et on va pouvoir visualiser ce qui se passe pendant une requête. Donc vous avez un ID, enfin vous avez une requête par exemple qui arrive dans votre API, et ben en fait vous allez commencer une trace, vous allez faire des choses, donc vous allez pouvoir voir combien de temps vous passez dans les fonctions, et après vous allez dire ben en fait je vais appeler cet autre microservice là, je vais envoyer la trace, l'ID de la trace, pour que l'autre microservice le récupère, et donc ça peut nous générer des choses comme ça. Donc, alors ça c'est un extrait d'une base de données distribuée qui a l'avantage de filer des traces. Donc en fait quand on a des opérations qui sont un peu lentes, ou vous avez un problème dans la base, on peut directement générer des traces. Donc là on voit que ma requête SQL elle est passée sur le nœud 1, après elle est allée sur le nœud 4, après ils ont commencé la danse de la coordination. Bref, et donc on voit les temps, on voit le timing de ma requête. Donc en fait, les métriques, ça va vous permettre de compter d'une manière agrégée, de manière un peu globale. Mais si vous avez besoin d'avoir le timing précis de certaines requêtes, c'est là où le tracing est extrêmement intéressant, parce que vous pouvez également raccrocher des logs en fait. C'est-à-dire vous pouvez dans la trace, vous pouvez rajouter des logs. Donc en fait, quand on utilise du tracing, on a à la fois des métriques et à la fois des logs. Je vais parler très rapidement d'OpenTelemetry. OpenTelemetry, alors c'est pour ceux qui connaissent, c'est né du merge de OpenTracing et d'OpenCensus. C'est une librairie qui commence à être vraiment bien. Il y a un très bon écosystème qui commence à se monter. L'idée, c'est de fournir des librairies pour instrumenter le code qui ne sont pas liées à un service. Donc, en gros, l'idée, vous envoyez vos traces dans un service A, vous voulez basculer vers un service B parce que pour 15 000 raisons, ben en fait, vous n'allez pas réécrire tout le code, vous changez juste l'adaptateur qui envoie la trace ou les logs ou les métriques. C'est ça l'idée.
Ça marche plutôt bien. Moi, je l'ai pas mal utilisé en Rust. Ça marche, malgré le fait que ça soit en bêta, ça marche super bien pour les traces. Et ça me permet d'insister sur le fait que les implémentations sont un peu différentes en fonction du langage que vous utilisez. OpenTelemetry, c'est très cloud natif. Du coup, le support Go est plutôt pas mal. Le support JVM est pas mal. Le support Rust, en dehors des traces, est un peu en cours, on va dire. Donc, si vous essayez OpenTelemetry, je pense que c'est un bon investissement aujourd'hui. Faites attention juste au niveau de fiabilité des implémentations. On a parlé de comment on vient instrumenter. Maintenant, il faut pouvoir visualiser la donnée qu'on a générée. Ça va vous paraître bizarre, mais en fait, le fait de pouvoir regarder un Grafana avec 4 dashboards et pouvoir se dire, bah, en fait, le problème, il a l'air d'être plutôt par là, c'est une compétence qui est littéralement essentielle. Tout simplement parce qu'en fait, le fait de pouvoir regarder un dashboard Grafana, par exemple, ça va vous permettre de vous fournir des réponses, mais surtout, ça va vous provoquer des questions. C'est pour ça que vous voyez souvent dans les bureaux des télés avec des Grafana et des dashboards. L'idée, elle est toute simple. C'est-à-dire, si on voit une chute de trafic, on est là, ah, la mise en production s'est mal passée. Donc, le fait de pouvoir visualiser, ça va surtout vous provoquer des nouvelles questions à poser. Et là, vous pouvez vous dire, oui, alors du coup, la nuit, je vais faire du machine learning pour faire de la détection sur mes séries temporelles, sur mes métriques et compagnie. Le meilleur outil que vous pouvez utiliser pour visualiser et analyser pour le moment, c'est notre cerveau. Il est excellent à pouvoir trouver des patterns. Vous visualisez les données sur 7 jours, vous allez voir, ah oui, j'ai un pic tous les matins à 9 h. C'est normal, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Il y a énormément d'outils pour pouvoir visualiser de la donnée. Donc il y a donc chaque outil a sa propre visualisation. Donc vous pouvez il y a des outils pour visualiser des graphiques, il y a des outils pour visualiser les logs, pour visualiser des traces, il y a des flemme graphes. Utilisez tous. Chacun a des valeurs ajoutées différentes. Donc ne vous reposez pas sur un seul outil. En parlant de flemme graph, et je vais terminer sur cet petit exemple qui m'est arrivé de... J'ai dû débugger un truc en décembre, je crois, je ne sais plus. Oui, c'est ça, en décembre. Donc, je travaillais sur une application Java de streaming. Donc, globalement, ça mangeait des événements dans du Pulsar, mais donc dans un Kafka. On recrachait, on faisait de la manipulation de données et on recrachait des événements dans un Kafka. Donc, on était vraiment sur un truc Kafka, tout Kafka. Donc là, tout fier de moi, je mets mon job en prod. Et là, donc là, c'est la load CPU. Donc j'étais à 137% de CPU. Donc là, tu fais ah. J'avais 8 cœurs, hein, donc 8 cœurs sur... Enfin non, j'avais 16 cœurs parce que j'étais sur 2 machines. Donc par cœur, j'étais à 137%. Donc ça, c'est un exemple de graphique. Et là, on voit, bah, en fait, là, c'est un exemple de saturation. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que je passais mon temps à arrêter de consommer mon Kafka. Parce qu'en fait, mon système, il n'arrivait pas à manger suffisamment d'événements. Donc je saturais complètement mon job. C'est ce qu'on appelle la back pressure dans ce genre de système. Et donc là, on se retrouve. Donc, on a 2 informations à disposition. Mon job ne fait des trucs et il est trop lent pour venir consommer. Et je crame du CPU à gogo.
Donc là, il y a une représentation graphique qui marche très bien, qui s'appelle le flame graph. Le flame graph, qu'est-ce que c'est? Globalement, ça vous permet de représenter l'usage CPU. Donc ça c'est un flame graph assez facile. Je vais vous montrer le vrai après. Donc l'idée, c'est de se dire, vous allez avoir en ordonnée l'enchaînement de vos fonctions. Et en abscisse, vous allez avoir l'usage CPU en pourcentage. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si on le lit, donc ça se lit par le bas. Donc on commence ici, on a ma fonction A. Donc là, globalement, ce que ça veut dire, c'est que ma fonction A appelle ma fonction B. Elle n'en appelle pas d'autres. Et ma fonction B appelle ma fonction C et ma fonction D. Alors, pour ceux qui font un... Faites attention, parce qu'en fait, l'ordre des boîtes n'est pas respecté. Donc ça peut être aussi B qui appelle D et après C. OK? Et maintenant, en fait, cette information qui est importante, en fait, c'est la taille de la boîte en horizontal. Donc en fait, ici, la fonction A, d'un point de vue CPU, elle a passé 100% de son temps dans la fonction B. Et après, la fonction B, elle a passé à peu près proportionnellement, elle a passé 80% de son temps dans la fonction C et 20% dans la fonction D. OK, c'est clair? Ça vous permet vraiment de savoir, bah voilà, là, ma fonction C, elle prend du temps. Alors ça, c'est un vrai flame graph qu'on peut générer. La plateforme que j'utilisais pour le traitement de données, elle est très bien, puisqu'en fait, en one click, je peux générer des flame graphs. Je vais zoomer, je vous rassure. En gros, l'idée, c'est que bah là, donc c'était du traitement streaming. Du coup, je vais chercher ma fonction qui me permet de gérer mes éléments. Donc elle est ici. Donc c'est la barre qui est ici. Donc elle fait toute la longueur quasiment de l'écran. Et donc là, l'idée, c'est de regarder les boîtes qui sont au-dessus et de se dire, bah, en fait, qu'est-ce qui prend du temps? Je vous épargne la recherche, hein, puisque c'était un peu relou. Et ben, en fait, tout simplement, c'était de la sérialisation et de la désérialisation. Donc à gauche, je passais 60% de mon temps à désérialiser des objets et 20% à sérialiser. Donc si on cumule les deux, je passais littéralement mon application Java passait son temps à cramer du CPU pour sérialiser et désérialiser. Et donc après, là, ça vous donne un exemple, et c'est là où on peut se dire, bah voilà, je crame du CPU, pourquoi? Et du coup, vous pouvez travailler sur le problème. Mais là, on est vraiment parti de ça. Là, je me pose des questions et je génère de nouvelles questions. Et la visualisation du flame graph m'a dit, oui, j'ai un problème, c'est la sérialisation. Et maintenant, je peux poser une autre question qui est, pourquoi je crame du CPU? Et pourquoi je fais autant de sérialisation et désérialisation? Il me reste 2 minutes, je suis trop bien dans les temps. Pour conclure, le debug, c'est un process qui se résume en 2 grandes étapes. Se poser des questions, puis les répondre à ces questions avec des observations et des faits tangibles. Et ces nouvelles observations vont vous donner de nouvelles questions et on itère sur le process. Le fait de débugger, ce n'est pas lié au fait de faire des changements aléatoires. Ce n'est pas lié à faire du redémarrage. Ça peut fixer votre problème, mais ça ne donnera pas d'informations sur le système. Vous ne comprendrez pas mieux le système en redémarrant à l'aveugle les applications. Le point qui est extrêmement important, c'est que nous, en tant que développeurs, notre responsabilité, c'est d'écrire du logiciel qui va permettre de répondre à ces questions par lui-même. C'est-à-dire que vous ne serez pas là quand le problème sera là, mais le logiciel tournera et fournira des réponses à la personne d'astreinte. Et le fait d'écrire du logiciel débuggable va apporter une vraie robustesse dans le code. Donc j'invite tous les développeurs à écrire des super logs, à exposer plein de métriques sur les latences, les trafics, l'erreur et la saturation. Et si vous avez des besoins spécifiques de timing sur des requêtes bien précises ou que vous avez plein de services différents et que vous voulez savoir
comment ça se passe. Utilisez des tracings pour vos interactions entre les services et visualisez la donnée avec autant d'outils que vous en avez à disposition. Je vous remercie, il me reste littéralement 5 secondes. Donc je vous remercie. Vous retrouverez les slides sur mon site. Vous pouvez me suivre sur Twitter. N'hésitez pas à passer sur le stand de Clever si vous voulez causer base de données, système distribué ou observability. Et je vous remercie